C'est parti pour le cours complet sur les 12 guérisseurs. Dans 90 minutes, tu connaîtras les indications précises des 12 guérisseurs qui sont les 12 premières fleurs découvertes par le Dr Bach. Ce sont les bases, les fondations de son système des 38 fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, c'est quoi? Eh bien c'est un système de soins qui permet d'équilibrer les émotions difficiles. Le gros avantage, c'est qu'elles sont naturelles, sans danger, accessibles, bon marché, qu'il n'y a aucun effet secondaire ni aucune interférence avec d'autres traitements. Elles ont été créées dans les années 1930 et donc ça fait bientôt un siècle de recul sur cette approche-là. Et il y a des centaines, des milliers de témoignages qui nous racontent que ces fleurs transforment des vies et permettent de surmonter des épreuves de vie. Les fleurs, elles apportent un soulagement durable dans plein de domaines de notre vie où on peut être mis à mal, que ce soit le sommeil, le deuil, les apprentissages, le rapport à notre corps. Si tu découvres les fleurs de Bach, que tu sens l'appel, alors bravo, c'est une très belle porte d'entrée que de commencer avec ces 12 guérisseurs, parce que c'est une façon de découvrir ces fleurs au fur et à mesure dans le même ordre que le Dr Bach, le fondateur de cette méthode. Je suis Mathilde Juin, je suis la fondatrice des éditions Méditant Fleurs, qui est une école en ligne dans laquelle je transmets depuis 2016 les fleurs de Bach et la médecine des fleurs en général. Le cours que tu t'apprêtes à regarder a déjà été visionné par plus de 100 000 personnes sur mon site privé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre public cet enseignement accessible librement sur YouTube parce que je sens qu'il y a vraiment besoin que le plus grand nombre soit au contact de cette médecine douce, naturelle et subtile. Prends-le vraiment comme un cours et pour le suivre dans des bonnes conditions, tu vas avoir besoin d'un carnet de bord. Ça va être extrêmement utile et ce carnet de bord, je te l'ai préparé. Tu peux le télécharger dans le lien qui se trouve dans la description et je te conseille de le faire tout de suite avant de commencer la vidéo pour pouvoir vraiment suivre ce cours sérieusement et ne pas perdre une heure de ton temps. Donc dans ce carnet, tu vas pouvoir prendre des notes et surtout connecter ce que je vais te transmettre à ton propre vécu. Et ça, c'est la clé pour ne pas avoir tout oublié d'ici demain matin. Prête pour l'aventure? On démarre tout de suite avec impatience la toute première fleur découverte par le Dr Bach. Vous allez voir qu'elle porte très bien son nom. En fait, elle accompagne ceux qui aimeraient que ça aille plus vite, ceux qui ressentent un état de tension intérieure. En fait, quand on a besoin d'impatience, c'est que l'on se sent irrité par le rythme trop lent à notre goût des personnes et des choses qui nous entourent. Alors là, voilà cette belle impatience. Et en fait, c'est une fleur qui pousse très rapidement en repoussant toutes les autres plantes sur son passage. Et ce geste de la plante, comme l'appelait le Dr Bach, ce comportement botanique, ça évoque vraiment le côté pressant, bousculant que l'on peut manifester quand on est dans cet état-là d'impatience. Et en fait, vous le voyez sur la photo en haut à droite, si on presse les petites capsules qui sont au centre de la fleur entre les doigts, eh bien elles explosent et elles projettent avec force les graines, leurs graines dans toutes les directions. Et ça vraiment, ça évoque le côté explosif, on va dire le tempérament de feu qui est associé à l'état d'impatience. Alors le Dr Bach a indiqué que l'impatience était pour ceux qui ont la pensée et l'action rapide et qui veulent que toute chose soit faite sans hésitation ni retard. En fait, c'est pour des personnes vives d'esprit, mais qui sont dans un état de tension, de précipitation, d'impatience et d'irritabilité. Là, je vous ai vraiment mis les 4 mots-clés qui vont vous permettre de cerner et de reconnaître cet état d'impatience. Alors, pour aller plus loin, voilà ce que peut dire quelqu'un qui est dans l'état d'impatience. Par exemple, il va dire allez, on s'active, dépêche-toi, bouge-toi, j'ai pas le temps, il faut aller plus vite. Pour les enfants et même pour les grands, ça peut s'exprimer par exemple avec des phrases comme qu'est-ce qu'on fait après ou quand est-ce qu'on arrive? Si c'est des choses qui sont familières pour vous, eh bien c'est en lien avec l'état d'impatience. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est laisse, je vais le faire moi-même. Puisque quand on est dans cet état-là, on peut avoir cet élan de faire à la place des autres pour accélérer le mouvement.
Alors qu'est-ce qu'on montre? En fait, ce que je vous dis dans cette rubrique-là, c'est qu'est-ce qu'on observe dans le langage corporel non verbal de la personne qui ressent l'état d'impatience. Alors en fait, c'est assez simple parce que c'est pas un état de dissimulation. L'impatience en général, ça se voit facilement. Souvent, c'est des personnes qui peuvent éventuellement réussir à contenir le haut du corps, mais le bas du corps, lui, ne ment pas. Donc ça va être le pied qui tape, les jambes qui s'agitent. Et une autre indication aussi, quelqu'un qui est dans cet état-là va souvent avoir le bas du corps orienté dans une autre direction. Quand il discute avec vous, vous allez voir que il vous dit oui, son buste est face à vous, mais en fait ses pieds montrent une direction perpendiculaire. C'est qu'en fait il est sur le départ, il est tout le temps en mouvement, celui qui est dans l'état d'impatience. Et ça, par exemple, quelqu'un qui est assis au bord de la chaise et qui se lève d'un bond, ou quelqu'un qui se réveille en sautant de son lit. Voilà, c'est quelqu'un qui va démarrer au quart de tour. Et ce qui peut arriver aussi, c'est des personnes qui vont exploser, faire des colères explosives, soudaines, comme un gros orage, mais qui passent aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors qu'est-ce qu'on sent? Là, on est vraiment dans la finesse de la sensation. Qu'est-ce qu'on sent quand on est dans cet état-là? Eh bien, c'est vraiment une sensation de bouillonnement intérieur. On se sent un peu comme une cocotte minute. On peut aussi sentir des crispations musculaires avec les mâchoires tendues, le haut du dos aussi noué, des tensions dans le cou. Ça, c'est vraiment des signes physiques qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille et nous indiquer que c'est de l'impatience que l'on ressent. Alors, celui qui est dans l'état d'impatience souffre, et c'est d'ailleurs quand il souffre qu'il a besoin de prendre la fleur. Il souffre avant tout de solitude, tout simplement parce que c'est pas agréable de côtoyer quelqu'un d'irrité, de pressé, de stressé, qui nous bouscule. Et du coup, il peut avoir tendance à faire fuir les autres, et il se retrouve un peu tout seul. Une autre souffrance de l'état d'impatience, c'est que la personne qui est dans cet état-là peut avoir tendance à faire à la place des autres, puisque ça va trop lentement pour lui, il peut tout à fait décider de prendre les choses en main et de faire lui-même. Le problème, c'est que il peut très vite être débordé par cet état-là, puisqu'il est un peu comme un pompier à vouloir éteindre tous les feux. L'impatience qui est dans un état équilibré, en fait, il va pouvoir garder toutes les qualités de la fleur et compenser ses défauts de tension, de précipitation et d'impatience en cultivant la vertu opposée. Donc l'impatience équilibrée, il va conserver les belles qualités que sont la vivacité d'esprit, la rapidité, l'efficacité, et en parallèle, il va pouvoir développer la patience, la paix intérieure, le calme, la douceur et la tolérance pour le rythme plus lent des autres. En fait, il va être capable de se caler sur le rythme des autres pour aller les chercher à l'endroit où ils sont et pour pouvoir les accompagner et les aider à avancer. Ça, c'est vraiment l'état d'impatience qui est quand il est joliment équilibré. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de prendre vos carnets et de vous poser cette question-là. Quand est-ce que vous avez ressenti du calme et de la patience? Quand est-ce que vous avez ressenti les qualités qu'on vient d'énumérer? La rapidité, l'efficacité, mais vraiment ces qualités-là exprimées de façon juste, sans le côté négatif de la tension et de l'irritabilité. Et puis une autre question aussi qui va peut-être vous inspirer, quand avez-vous pu ralentir pour vous mettre au niveau des autres et pouvoir les aider? Je vais vous parler de la fleur de la mimule, Mimulus en anglais. Alors il s'agit de la deuxième fleur qui avait été découverte par le Dr Bach. Et c'est une fleur qui accompagne ceux qui souffrent de peurs précises qui les empêchent de s'épanouir. Des phobies comme la peur des araignées, la peur de prendre l'avion, le vertige. Quand on a besoin de cette fleur, on peut aussi ressentir de la timidité, de la réserve, on peut être un peu craintif, un peu nerveux, et en fait nous inquiéter pour tout et n'importe quoi. Donc là voilà cette petite mimule, et en fait c'est une petite fleur qui vit dangereusement, puisqu'en fait elle
pousse au bord des eaux vives, elle s'accroche aux rochers ou à proximité des cascades. Et en fait, elle est sans cesse exposée aux flots qui se déversent sur ses racines et qui la fragilisent. Et en fait, même quand les tiges de Mimulus finissent par toucher l'eau à force d'être bousculées par cette eau vivante, même quand elles touchent l'eau et qu'elles tombent à la surface de l'eau, elles réussissent à se retourner pour maintenir la fleur en dehors de l'eau. Et c'est vraiment ce qui signe la force de Mimulus, c'est oser vivre dangereusement et trouver le courage de traverser les situations périlleuses. Alors, le docteur Bach disait que cette fleur s'applique à la peur de tout ce qui peut arriver de mauvais, et notamment les craintes de la vie quotidienne. Ça, c'est ce qu'il en dit précisément dans son ouvrage fondateur qui s'appelle La guérison par les fleurs. Alors les mots-clés pour vraiment pouvoir cerner cette fleur, c'est tout ce qui est en lien avec les peurs connues donc, mais aussi avec l'anxiété, la timidité, le trac, la nervosité. Ça peut être des états émotionnels tout à fait passagers, hein, comme le trac ou la nervosité, ou des choses beaucoup plus profondes comme une timidité ou des peurs vraiment ancrées depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que va dire une personne qui est dans cet état-là? Ou qu'est-ce qu'on va dire quand on est dans l'état où on a besoin de Mimulus? En fait, c'est un état où il est possible qu'on s'exprime peu, contrairement à l'impatience qui est un état émotionnel très visible. Là, Mimulus, c'est marqué par le sceau de la réserve et de la discrétion. Donc, c'est pas forcément des personnes qui vont s'exprimer. Mais quand elles s'expriment, quand cet état émotionnel s'exprime, ça va être l'expression de peur, tout simplement. J'ai peur de ceci ou de cela, je m'inquiète de ceci ou de cela. Je rougis dès qu'on me parle. Vous voyez là, cette pauvre personne qui a peur du chat, elle aurait bien besoin de Mimulus. Qu'est-ce qu'on montre? On montre une grande discrétion. C'est vraiment des difficultés à s'exprimer. Je dis passer derrière les affiches sans les décoller. C'est vraiment essayer de se faire le plus discret possible. Donc Mimulus, il faut vraiment être très attentif pour pouvoir l'observer chez l'autre. Ça peut être des choses subtiles comme un rougissement qui signe vraiment une émotivité, un trac. Ça peut être la difficulté à prendre la parole en public, par exemple. Et qu'est-ce qu'on sent justement quand on vit cet état de Mimulus? C'est toujours pareil. On sent le trac. Alors vous savez, le trac, ça peut s'exprimer soit par l'incapacité à sortir un son, ou l'estomac noué, ou les mains moites, une respiration dans le haut du corps un peu saccadée et contrainte. Et ce que l'on ressent dans cet état-là, c'est vraiment l'envie d'être ailleurs, l'envie de se cacher dans un trou de souris, l'envie de disparaître. La souffrance de Mimulus, c'est qu'il est en lutte contre ses peurs et que cette lutte-là lui demande beaucoup d'énergie. Donc la souffrance de Mimulus, elle est à ce niveau-là. Et qui plus est, comme c'est un état émotionnel associé à de la réserve, ces peurs ont tendance à passer inaperçues. Et parfois, l'entourage est très surpris. Ah bon, toi, tu as le trac de parler en public? Ah bon, on dirait pas. Oui, parce que la personne a fait tellement d'efforts, a tellement mis d'énergie pour dépasser cette peur, que quelquefois, ça ne se sent pas. Mais c'est un état vraiment intérieur. Alors, le Mimulus, quand il est équilibré, a de très belles qualités. La personne qui est proche de cette fleur a de très belles qualités, comme par exemple le tact, la prudence, être conscient du danger. Et prendre Mimulus permet de développer aussi des qualités nobles et importantes comme l'assurance, la confiance en soi, le courage et la capacité à affronter les difficultés. En fait, ce qu'on peut dire de Mimulus, c'est que il expérimente un courage qui n'est pas d'ignorer la peur, mais qui est plutôt
de mener une action lucide face à la peur qui est devant nous. Car il n'est pas souhaitable d'ignorer la peur, c'est un mécanisme de survie absolument indispensable. Et quand on est dans un mimulus équilibré, on prend en compte la peur, on intègre les informations qu'elle nous signale, mais on arrive à faire face au danger et à le traverser avec courage. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos petits carnets et à vous poser les questions suivantes. Quand est-ce que vous avez pu dépasser vos peurs et à quelle occasion vous avez fait preuve de courage? Essayez de vous remémorer une situation qui était difficile pour vous, qui vous mettait dans cet état de trac, d'anxiété, de nervosité, de timidité. Et rappelez-vous d'une fois où vous avez réussi à surmonter ça, à dépasser votre peur et à montrer de l'assurance, à ressentir du courage. Clématis, la clématite, qui est le 3e remède découvert par le docteur Bach lors de la première année de sa nouvelle quête. Avec impatience et mimulus, et donc clématis, il a soigné ses patients pendant tout l'hiver suivant, parce que en fait ses recherches, il était obligé d'interrompre ses recherches pendant l'hiver quand la nature était en sommeil. Et donc avant le premier hiver, il a découvert ces 3 fleurs-là. Et la clématite, en fait, va aider ceux qui sont perdus dans leurs pensées, ceux qui sont déconnectés de la réalité, qui sont un peu perchés, on va dire, qui se projettent dans un futur meilleur et qui du coup ont du mal à concrétiser leurs rêves dans le présent. Alors voilà à quoi elle ressemble cette jolie clématite. En fait, elle a une tige longue qui s'élève dans le ciel de façon un peu avachie et désinvolte, c'est-à-dire ça ne se tient pas. C'est un peu comme si la plante manquait de colonne vertébrale. Elle est très, très aérienne et aspire à s'élever. Le docteur Bach disait à propos de son remède clématis qu'il était indiqué pour les rêveurs, les endormis, sans grand intérêt pour la vie. Ils vivent dans l'espoir de temps plus heureux, où leur idéal pourra se réaliser. Donc c'est des personnes qui sont vraiment déconnectées du présent. Donc les mots-clés pour vraiment reconnaître l'état associé à cette fleur, c'est la déconnexion, la rêverie, c'est des personnes qui sont dans la lune, qui ont la tête ailleurs, la somnolence, voilà, des personnes qui ont du mal à connecter avec les gens et avec la réalité de ce qui les entoure. Que peut dire quelqu'un qui est dans l'état de clématis? Il va par exemple partager des difficultés à mémoriser les choses. C'est ce que j'ai voulu illustrer avec cette personne qui a collé des post-it partout, qui ne retient rien, sa tête c'est une vraie passoire. Quelqu'un de clématis, vous allez pouvoir lui parler et il va vous dire « Hein, de quoi? Qu'est-ce que vous me dites ?» Voilà, il débarque un peu, il atterrit parfois. C'est l'état qu'il peut exprimer. Un clématis lucide pourra vous dire je suis complètement à l'ouest, je suis déconnecté de la réalité, je ne suis plus, j'ai du mal à être présent. Et puis vous allez aussi remarquer cet état-là quand les propos de la personne sont en décalage complet avec la réalité de ceux qui l'entourent. C'est ce que je voulais dire au début avec le terme un peu perché. C'est des personnes aussi qui vont donc se projeter et qui pourraient vous dire quand je serai riche, quand je serai grand, quand je serai guéri, quand j'aurai déménagé. Voilà, ils remettent leur bonheur dans un futur lointain. Alors qu'est-ce que va vous montrer une personne clématis? C'est souvent un regard dans le vague et surtout un manque d'intérêt. C'est parfois difficile de rentrer en connexion, en communication avec une personne clématis qui est dans cet état-là, en tout cas parce que ce qui se passe dans le présent ne va pas l'intéresser. Donc vous allez voir quelqu'un de très distrait, quelqu'un qui est ailleurs. Et justement, qu'est-ce qu'on sent quand on est dans cet état de clématis? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Alors ça peut être des vertiges par exemple, on peut se sentir au bord de l'évanouissement, c'est le cas du personnage qui est dans cette illustration. On peut ressentir de la somnolence, vraiment, la personne qui est en face de nous, elle nous endort, on n'arrive pas à l'écouter. On peut aussi avoir l'impression d'avoir la tête vide, voilà, de ne rien retenir, et on peut aussi ressentir de la confusion. Se mélanger les idées, se dire oh là là je sais plus, quand est-ce que j'ai fait ça, c'était hier ou c'était avant-hier. Voilà ce qui peut se passer quand on est dans cet état-là.
Alors la souffrance de clématis, ça peut être de la maladresse. Ce sont des personnes qui ne font pas attention à là où elles marchent, donc elles peuvent être sujettes à des chutes par exemple, ou se tromper, mettre le pied droit avec le pied, mettre la chaussure droite au pied gauche. C'est des personnes aussi qui peuvent ressentir de la frustration parce que de façon plus générale, elles ont du mal à réaliser leurs rêves. Donc elles ont plein d'idées dans leur tête, mais ça se concrétise pas dans la matière. Et ça peut être très douloureux à vivre. C'est des personnes qui peuvent aussi se sentir dans le brouillard, une sensation un peu compliquée à vivre. Mais ce qui se passe aussi avec clématis, c'est que c'est des personnes qui peuvent être tellement déconnectées qu'elles n'ont pas forcément accès à ce qu'elles ressentent et à ce qu'elles pensent. Une personne malade dans l'état de clématis, justement, peut avoir des sensations douloureuses atténuées parce qu'elle est déconnectée de son corps aussi. Donc quelquefois, ça a aussi du bon. Mais le problème, c'est que on risque de se déconnecter de tout. Alors le clématis équilibré, en fait, de prendre cette fleur-là, ça nous aide à faire face à la réalité et à pouvoir l'envisager telle qu'elle est vraiment, à la regarder en face. C'est aussi un élixir qui va nous aider à habiter notre corps, à avoir les 2 pieds sur terre et à être bien planté dans nos racines, comme le personnage qui est sur cette illustration, avec la possibilité du coup de concrétiser nos aspirations les plus profondes et de donner de la substance, de donner corps à notre imagination plutôt que de planer dans les nuages. Donc clématis, ça va nous permettre de conserver et de nourrir notre créativité, et en parallèle, ça va nous aider à nous sentir ancrés, à nous reconnecter avec ce qui nous entoure et avec nous-mêmes. À concrétiser, à matérialiser les choses et à avoir une clarté d'esprit nouvelle, ce qui va par exemple être associé à une concentration beaucoup plus fine. Alors, je vous propose de justement tourner le regard vers l'intérieur de vous et de vous poser cette question-là. Quand est-ce que vous avez pu mettre en œuvre vos idées, les concrétiser? Quand est-ce que vous avez pu exprimer votre créativité pour l'offrir au monde? Quand est-ce que vous vous êtes senti ancrée, complètement présente à ce que vous vivez? Voilà, je vous invite à réfléchir à cela et à noter un ou 2 souvenirs où vous avez pu exprimer cette qualité. Je vais vous parler d'Agrimony l'aigre-moine. Quand on a besoin de cette fleur, on est dans un état où on dissimule nos difficultés et nos souffrances derrière un masque jovial. Par exemple, on a tendance à afficher une bonne humeur artificielle alors qu'à l'intérieur on se sent triste et tourmenté. Alors voilà à quoi elle ressemble cette fleur de l'aigre-moine. C'est une petite fleur jaune, les fleurs s'accrochent autour d'une tige et ces fameuses tiges suivent le soleil au fur et à mesure de son évolution dans le ciel. Et ce geste-là traduit une certaine souplesse qui est vraiment caractéristique de la flexibilité et de l'ouverture de cet état d'agrimony qui est vraiment ouvert vers les autres. Alors le docteur Bach disait des personnes qui avaient besoin d'agrimony ceci: elles cachent leurs soucis derrière l'humour et le badinage et sont considérées comme de très bons amis à fréquenter. Et c'est vrai que les personnes qui sont dans cet état-là sont souvent de très bonne compagnie, très agréables, très joviales. Elles savent entretenir une atmosphère légère et pleine d'humour autour d'elles. Alors les mots-clés vraiment qui vont vous permettre de cerner l'état émotionnel négatif de la fleur d'agrimony, c'est le masque, l'occultation. On est vraiment dans de la dissimulation et ce masque-là va occulter une véritable torture intérieure. La personne qui a besoin d'agrimony est un peu dans l'état du clown triste, qui fait rire, qui amuse la galerie on va dire, mais qui à l'intérieur vit une émotion complètement opposée. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on est dans l'état d'agrimony? On peut dire des choses comme je vais bien, tout va bien. Vous vous souvenez de l'humoriste Danny Boone qui avait un sketch là-dessus justement.
On peut aussi dire oh, moi j'aime pas les conflits, je fais tout pour les éviter. Ça c'est vraiment caractéristique de l'état d'agrémonie où on va être prêt à faire beaucoup de compromis pour éviter les conflits. Agrémonie pourra aussi dire je préfère ne pas en parler. C'est-à-dire que cette bonne humeur, cette ouverture, elle est vraiment superficielle et que dès qu'on touche à l'intimité, il y a quelque chose qui se met sur la défensive. Une personne qui est dans l'état d'agrémonie pourra aussi dire il n'y a pas mort d'homme, c'est pas si grave. Ils vont vraiment avoir tendance à dédramatiser. Donc il y a beaucoup d'humour et d'autodérision dans les propos d'une personne qui est dans l'état d'agrémonie. Ce que montre une personne qui est dans l'état d'agrémonie, comme vous le voyez sur la photo, c'est un masque. Donc elle va vous montrer un masque jovial. Les personnes de son entourage vont le percevoir comme le véritable rayon de soleil, quelqu'un de toujours souriant, toujours de bonne humeur. Ça peut être aussi un excès de sociabilité, ça peut être le bout en train du groupe, celui qui a toujours une bonne blague à faire. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une dissonance, un décalage entre ce qu'il montre et ce qu'il endure vraiment. Ce qui m'amène à vous parler de la souffrance associée à l'état d'agrémonie. C'est beaucoup de l'angoisse et un manque d'authenticité. Parce que quand on est dans cet état-là, on ne peut pas se montrer tel que l'on est. Il y a vraiment un effort qui est fait pour dissimuler notre ombre et dissimuler tout ce qui nous semble difficile et immontrable, on va dire. Donc la personne qui est dans cet état-là vit une véritable torture intérieure, quelque chose d'incommunicable. Ce qui fait que l'entourage est souvent dans l'incompréhension et ne voit pas cette ombre et cette souffrance. Et très souvent, quand on est dans l'état d'agrémonie, on peut choisir de se tourner vers des substances comme l'alcool ou les drogues pour pouvoir supporter ces souffrances incommunicables. Alors la fleur de l'aigre moine permet vraiment d'équilibrer cet état-là en conservant les belles qualités associées à la fleur, comme par exemple la joie, le fait d'être de bonne compagnie, d'être une compagnie agréable, et puis aussi cette capacité à dédramatiser, à relativiser. Mais ça permet d'aller encore plus loin en développant l'authenticité, c'est-à-dire pouvoir se montrer tel que l'on est, exprimer ce que l'on ressent vraiment, avec sincérité. Et puis surtout, ça permet aussi de garder cette joie, mais de la faire s'enraciner depuis l'intérieur de nous. C'est-à-dire que cette joie, elle n'est plus plaquée comme un masque, mais c'est vraiment une source intérieure qui va pouvoir rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette fleur peut aussi amener vraiment, avec cet équilibre, une sensation de paix inébranlable, parce qu'il y a quelque chose d'aligné entre ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on montre. Alors comme chaque jour, je vous propose de prendre vos petits carnets et de réfléchir quelques instants et de vous poser cette question-là. À quelle occasion est-ce que vous avez pu vous montrer authentique? À quelle occasion vous avez pu vraiment montrer ce que vous êtes, tel que vous êtes? Je vais vous parler de chicorée, la fleur de la chicorée. C'est une fleur qui accompagne ceux qui ont besoin de preuves d'amour et qui vivent dans la dépendance affective. Ils peuvent se sentir rejetés ou abandonnés quand ils ont l'impression de ne pas recevoir à la hauteur de ce qu'ils donnent. Alors là voilà cette fleur de chicorée et elle a été découverte en août 1930. En fait elle a des racines très profondes qui sont très compliquées à arracher et c'est vraiment quelque chose qui évoque la profondeur des liens familiaux et la difficulté à se décoller du schéma transgénérationnel. Elle est d'un bleu, vous le voyez, vraiment éclatant, très lumineux, qui attire l'œil et un petit peu comme la personne qui est dans cet état de chicorée et qui aime bien qu'on la remarque, qu'on fasse attention à elle.
Alors le docteur Bach disait de l'état de chicorie que c'était un état où on a tendance à prendre exagérément soin des enfants, des parents, des amis, trouvant toujours quelque chose à réformer. En fait, dans l'état de chicorie, on trouve toujours quelque chose à redire, on va faire des reproches par exemple. Donc les mots-clés qui vont vous aider à cerner cet état-là, c'est la possessivité, la dépendance affective, l'égocentrisme et l'amertume. Alors que va vous dire quelqu'un qui est dans cet état-là de chicorée? Il va vous dire par exemple, quand même après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça. Ou alors il va vous dire, tu es en train de profiter de moi. Ou tu ne m'as même pas remercié, je me sens déçue, tu m'as déçu, vraiment cette fois-ci tu m'as déçu, je pensais que je comptais plus pour toi. Donc ça va être des reproches et c'est un état où de grande susceptibilité. Voilà, c'est une personne qui peut aussi exprimer de la susceptibilité, qui va se vexer. Comment reconnaître l'état de chicorie à partir de ce que l'on voit chez une personne ou de ce que nous-mêmes nous pouvons montrer? Eh bien, une personne dans cet état-là va montrer de l'amertume. Et l'amertume, c'est vraiment une émotion qu'on peut lire sur le visage de quelqu'un et qui se repère à ce petit pli au coin des lèvres, ce petit pli d'amertume qu'on devine sur la photo que je vous ai mise en illustration. Tout simplement, quelqu'un dans l'état de chicorie va vous montrer qu'il boude, qu'il est vexé. C'est quelqu'un qui va faire la tête. Une personne dans cet état-là va pouvoir faire la tête. C'est aussi quelqu'un qui va vous faire des reproches, parfois de façon insistante et envahissante. Et dans cet état-là, la personne a besoin d'attirer l'attention. Donc c'est quelqu'un qui va se montrer. C'est vraiment une fleur, qui va montrer qu'elle est vexée et qu'elle est insatisfaite de la situation. La souffrance de chicorie, donc c'est de la déception, le besoin de reconnaissance. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une blessure d'amour. Une blessure d'amour liée au rejet et liée à l'abandon. La personne qui est dans cet état-là, elle souffre parce qu'en fait, elle a besoin des autres pour se remplir, pour se sentir exister. Et donc, elle est dans une situation de dépendance affective. Quand on prend la fleur de la chicorée, on peut justement équilibrer cet état émotionnel-là en conservant cet aspect de dévouement aux autres et en développant d'autres qualités qui vont vraiment pouvoir permettre de vivre dans le lien de façon beaucoup plus positive. Des qualités comme l'autonomie, l'amour inconditionnel. Ça, c'est vraiment le mot-clé de la fleur de la chicorée équilibrée, l'altruisme et la compassion. En fait, quand on prend cette fleur, l'objectif, c'est de pouvoir être libre dans le lien à l'autre. Alors, je vous invite à vous poser cette question-là. À quelle occasion est-ce que vous avez donné votre amour de façon désintéressée, sans rien attendre en retour ? Tournez le regard vers l'intérieur de vous, réfléchissez aux relations qui vous sont chères et je vous invite à repérer ces moments-là où vous avez pu offrir sans rien attendre en retour. Je vais vous parler de verveine, la fleur de la verveine. Alors dans l'état de verveine, on est enflammé. On s'engage pour défendre nos valeurs, on cherche à convaincre les autres. En fait, on souhaite rallier tout le monde à ce qui nous semble bon et juste. En fait, on est vraiment dans l'excès. Alors cette verveine, elle a une attitude particulière dans la nature, c'est qu'elle a une croissance foisonnante à tel point qu'elle serait capable de s'asphyxier elle-même. Et c'est vraiment tout à fait représentatif de l'état émotionnel associé à la fleur de verveine, où la personne peut vraiment se mettre en danger par excès d'enthousiasme. On est dans le trop.
Le docteur Bach disait de verveine que c'était une fleur pour ceux qui ont des principes et des idées arrêtées, qu'ils croient fermement être justes et qui en changent très rarement. Ils ont un grand désir de convertir tous ceux qui les entourent à leur propre vue sur la vie. Alors les mots-clés associés à la fleur de la verveine pour que vraiment vous puissiez reconnaître cet état-là facilement, c'est l'exaltation, le fanatisme. Verveine part en croisade. Il part en croisade pour défendre ses valeurs. L'autoritarisme, parce qu'il ne le fait pas forcément en douceur, Verveine peut se mettre même très en colère. Et l'entêtement, puisqu'il a quand même du mal à revenir sur ses idées. Il est persuadé d'avoir raison. Alors que peut dire une personne dans l'état de verveine, justement? Elle va dire, moi je vais me battre pour me faire entendre, par exemple. C'est quelqu'un qui ne va pas supporter l'injustice et qui va l'exprimer de cette façon-là. C'est quelqu'un qui va dire, je suis outré, je suis indigné, ça me choque. Voilà, c'est quelqu'un qui va se révolter, qui va exprimer de la révolte. C'est aussi un leader, ça va être tous avec moi, il veut rallier tout le monde à sa cause, suivez-moi, on y va tous ensemble, voilà, il va emmener les autres avec lui, en tout cas il va essayer. Et c'est aussi quelqu'un qui est persuadé d'avoir raison, donc il va dire c'est moi qui ai raison. Il veut vous convaincre et en fait quelqu'un de verveine c'est quelqu'un qui est dans cet état-là, quelqu'un qui va vous saouler. Il va vous prendre la tête parce qu'il va vouloir à tout prix se faire entendre. Alors que montre une personne qui est dans l'état de verveine? Donc sur la photo c'est une petite fille qui joue. Voilà, qui joue et qui a l'air vraiment à fond. Et quelqu'un de verveine, en fait, on le voit de loin parce que c'est beaucoup d'agitation, beaucoup d'exaltation. Il est dans l'excès. C'est quelqu'un hyper, méga, giga. Voilà, il va montrer quelque chose de vraiment excessif. On peut aussi percevoir son excitation dans le regard. C'est quelqu'un qui peut être un peu illuminé. Ça peut aller jusque là. Alors la souffrance que l'on ressent dans l'état de verveine, c'est qu'on a du mal à s'arrêter quand on a démarré, ce qui peut vraiment conduire à l'épuisement. Puis aussi on met tellement d'énergie, il y a une débauche d'énergie dans nos actions que justement on peut aussi nous vider de notre propre énergie interne. La personne dans l'état de verveine se sent investie d'une mission. Et ça peut être à la longue assez lourd à porter pour lui. Il est en permanence dans l'indignation, dans la révolte, il peut être dans l'opposition chronique. Et il peut aussi agacer les autres par son entêtement, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi tout le monde n'adhère pas à ses idées. Donc il va revenir sans cesse pour essayer de vous convaincre. Et il va souffrir de voir que les autres soit l'esquivent, soit n'adhèrent pas et lui expliquent que ces idées ne sont pas des idées universelles. Alors, la fleur de la verveine, la fleur de Bach, quand on prend cette fleur, ça permet d'équilibrer cet état-là et de conserver, comme toujours, les belles qualités associées à la fleur de la verveine. Et ces belles qualités, c'est notamment la force de conviction, de persuasion. C'est quelqu'un d'extrêmement convaincant qui sait argumenter, la personne qui est dans l'état de verveine. C'est aussi un état où on a de la volonté pour se faire entendre et pour porter nos idées. Et cette fleur permet de développer un peu plus de modération, de la juste mesure, ce qui dans la plupart des cas permet de mieux se faire entendre. Et la fleur de la verveine va aussi aider à développer la tolérance, la patience et va aider à se détendre. Ça va aider à ralentir et à être moins dans l'excès. Alors je vous invite à vous poser cette question-là, à réfléchir en regardant vos expériences passées et à vous demander quand est-ce que j'ai pu défendre avec fermeté mes idées tout en tolérant les opinions différentes des miennes. C'est vraiment un juste équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver et je vous demande de chercher dans votre histoire, dans votre vécu,
À quel moment vous avez réussi à allier ces deux pôles, on va dire, de la persuasion. À la fois la tolérance d'un côté et la fermeté de l'autre. Je vais vous parler de Centauri, la petite Centaurée. Quand on est dans l'état de Centauri, en fait on est trop gentil et on a tendance à se laisser marcher sur les pieds. Alors à quoi elle ressemble cette Centaurée? Eh bien c'est une petite plante comme vous le voyez qui est très jolie et là on a dû s'approcher pour la prendre en photo parce qu'en fait elle est difficile à distinguer parmi les autres. Et c'est un petit peu comme les personnes qui sont dans cet état-là de Centaurée qui ont tendance à s'effacer quand elles sont parmi les autres. En fait, ces petites fleurs, elles restent la plupart du temps repliées sur elles-mêmes et fermées, mais lorsqu'elles s'ouvrent, elles ont un éclat exceptionnel. Voilà le geste de Centaurée. Le docteur Bach disait de l'état de Centaurée et des personnes qui en avaient besoin que leur bonne nature les pousse à assumer plus que leur part de travail et ils peuvent en arriver à négliger leur propre mission particulière en cette vie. Les mots-clés pour vous aider vraiment à reconnaître cet état-là sont soumission, servitude, passivité et difficulté à dire non. En fait, la personne qui est dans cet état-là craint tellement le conflit qu'elle se soumet au bon vouloir des autres. Elle est dans la servitude plutôt que dans le service et elle ne sait pas dire non, elle n'ose pas contrarier, elle n'ose pas s'opposer. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on est dans cet état-là ou comment vous pouvez reconnaître une personne qui est dans cet état-là à partir de ce que vous entendez? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vous dire « je sais pas dire non, je donne sans compter, je cherche toujours à faire plaisir, j'aime rendre service » et même certaines vous diront qu'elles se sentent faibles. Une personne centaurée va montrer ce qu'elle va exprimer dans son comportement, c'est beaucoup de discrétion, du dévouement à l'extrême et un certain retrait, un effacement. Le docteur Bach disait quand on est dans l'état de Centaurée, on est un peu le paillasson des autres. Bon, c'est un peu sévère, mais bon, c'est quand même bien ça. En fait, la personne qui est dans l'état de Centaurée se fait exploiter, elle a tendance à se faire manipuler, comme le montre l'illustration que j'ai choisie pour cet état-là. Alors la souffrance de Centauri, en fait, c'est la faiblesse de caractère. La personne va se plaindre, elle va dire je suis quelqu'un de faible et elle va souffrir de ça. Elle aimerait pouvoir se positionner, pouvoir s'affirmer. Concrètement, ça va se traduire par le non-respect de son territoire. Elle va sans cesse être envahie, malmenée, bousculée et elle ne va pas réussir à se faire respecter. Quand je parle de territoire, je parle de territoire physique, bien entendu, mais aussi de territoire psychique. C'est une personne qui va se faire marcher sur les pieds et aussi qui va se faire un peu embarquer, détourner de son chemin de vie pour servir les missions des autres. Et le risque, c'est qu'elle peut tout à fait passer à côté de sa mission de vie en se mettant au service des autres et en oubliant de se mettre au service de son âme à elle. Donc Centaurée, c'est quelqu'un qui peut se perdre. Mais c'est aussi une très belle fleur avec vraiment des belles qualités et quand on arrive à équilibrer la vibration de Centaurée, ça peut donner quelque chose de très harmonieux et de très généreux. Donc Centaurée équilibré peut conserver tout à fait ce sens-là du service, la capacité à faire don de soi, mais l'idée c'est qu'elle puisse développer l'affirmation d'elle-même, poser ses limites, défendre son territoire et en fait qu'elle puisse s'inscrire dans un chemin d'individuation. Ça c'est un concept psychologique qui a été porté notamment par Carl Gustav Jung et qui est vraiment en lien avec l'âme, c'est-à-dire se différencier des autres pour trouver son propre chemin et construire sa propre identité. Donc tout le défi de Centaurée, ça va être de distinguer ce qui est sa mission de vie et ce qui ne lui appartient pas, et de pouvoir doser ce qu'il offre aux autres et ce qu'il s'autorise à lui-même. Donc la photo, ça illustre vraiment être soi au milieu des autres, être un parmi les autres. Et c'est ça la force de Centaurée équilibrée. Alors je vous invite à vous pencher sur la question, à tourner votre regard vers l'intérieur de vous et à vous demander quand est-ce que vous avez pu
vous affirmer? Quand est-ce que vous avez réussi à poser des limites? Quand est-ce que vous avez réussi à faire respecter votre territoire et à vous faire entendre? Cerato, la fleur du plumbago en français. Quand on est dans l'état de Cerato, on est dans l'indécision. En fait, on a du mal à choisir par nous-mêmes et à écouter notre intuition. Du coup, on va beaucoup solliciter notre entourage en l'interrogeant, en lui demandant conseil. En fait, c'est un petit peu comme si on ne se faisait pas confiance. Alors là, voilà cette petite fleur de Cerato. Et ce qui est notable, c'est que c'est la seule fleur qui ne pousse pas naturellement dans nos régions. C'est une espèce qui n'est pas endémique. Elle vient en fait d'Asie et le docteur Bach l'a découvert dans un jardin privé en se promenant. Il a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose dans cette fleur qui pourrait nourrir son nouveau système thérapeutique et qu'elle correspondait à un besoin. Cette fleur dans la nature, dans les jardins, elle pousse, elle est accrochée à un arbre qui pousse sans direction et sans structure. Il ne sait pas vraiment où il va en fait. Et le docteur Bach a vu là un signe d'incertitude. C'est aussi une fleur très éphémère qui se fane rapidement, ce qui montre un état émotionnel réactif et très sensible à son environnement. Et c'est un petit peu le cas de l'état émotionnel de Cerato qui est vraiment tourné vers les autres. Alors le docteur Bach disait de cette fleur et de ceux qui en ont besoin qu'elle était pour ceux qui n'ont pas suffisamment confiance en eux-mêmes pour faire ce qu'ils ont décidé. Alors les mots-clés que je vous propose associés à cette fleur, c'est l'incertitude, l'hésitation et le manque de confiance. Cerato, c'est vraiment l'intuition qui est débranchée. Enfin, on y a accès, on l'entend cette intuition, mais on ne l'écoute pas. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on est dans cet état-là de Cerato ou qu'est-ce que vous pouvez entendre dire par une personne qui en a besoin? C'est quelqu'un qui va vous dire je le savais bien, j'aurais dû m'écouter. Ou alors qui va venir vous solliciter pour vous demander conseil. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Bon, ça va vous mettre dans l'embarras parce que vous n'êtes pas à sa place. Est-ce que tu crois que je dois faire ci ou est-ce que tu crois que je dois faire ça? Donc en fait, c'est une forme d'incertitude qui est cherchée vers les autres. On cherche la réponse à l'intérieur des autres comme s'ils étaient plus compétents que nous pour savoir ce qui est bon pour nous. Une personne qui est dans l'état de Cerato va montrer dans son comportement beaucoup de doutes. J'ai mis la girouette parce que c'est quelqu'un qui va changer d'avis et qui va vraiment écouter ce que vont lui dire les autres. Donc c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ça peut être aussi une personne qui est dans l'imitation des autres. Elle va vraiment se laisser porter, elle va écouter les autres plutôt que de s'écouter elle-même. Et du coup, ça va engendrer beaucoup de doutes parce que son comportement et ses décisions vont changer en fonction de ce qu'on lui dit et de ce qu'on lui renvoie. Alors la souffrance de l'état de Cerato, eh bien vous l'avez compris, c'est que c'est une personne qui ignore ses intuitions, même si elle les entend, elle ne les écoute pas. Elle n'écoute pas sa petite voix intérieure tout simplement, et du coup elle va remettre les commandes de sa vie aux autres. Donc ça c'est très compliqué quand on est dans cet état-là, parce qu'il y a un grand risque de déconnexion avec son âme, si on laisse les autres conduire notre propre bateau. Donc quand on est dans l'état de Cerato équilibré, quand vraiment on peut traverser l'état négatif de la fleur pour développer ses belles qualités, ça nous permet de conserver notre capacité à entendre les autres, mais surtout ça nous permet de développer d'autres choses comme le fait de prendre confiance dans notre intuition. Vraiment, ça permet de nourrir cette capacité-là et de se dire que c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi, c'est moi qui suis compétent pour conduire et décider de là où je vais. Donc ça nous aide vraiment à avoir cette prise de conscience et à reprendre les rênes et reprendre le cap de notre propre vie. Alors je vous invite, comme toujours, à tourner votre regard à l'intérieur de vous et à vous poser cette question-là. Quand est-ce que j'ai su écouter mon intuition? Quand est-ce que j'ai placé cette petite voix intérieure en haut de toutes les choses que j'écoutais?
Voilà, je vous invite vraiment à vous connecter à cette question-là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager en dessous de cette vidéo, dans la zone des commentaires, ce que vous aura inspiré cette fleur. Je vais vous parler de Scléranthus, que l'on nomme haleine en français. Alors quand on est dans l'état de Scléranthus, on est entre deux, on est dans un véritable tiraillement intérieur et on a beaucoup de mal à faire des choix et se positionner, faire un choix, c'est quasiment impossible. Alors voilà à quoi ressemble cette jolie petite fleur, et c'est une fleur qui pousse un peu pêle-mêle, sans direction, sans but, et elle retombe sur elle-même, ce qui signe, on va dire, une certaine absence de volonté dans le geste de la plante. C'est aussi une plante rampante qui manque de verticalité. Mais elle a aussi elle exprime aussi une belle qualité, c'est que si vous regardez la photo en bas à droite, les fleurs s'implantent autour d'une tige centrale, ce qui signe quand même une certaine capacité à réunir, à réunifier. Le docteur Bach disait de Scléranthus que c'était la fleur pour ceux qui souffrent de ne pouvoir se décider entre deux choses, chacune d'elles leur paraissant tour à tour la bonne. Et le mot entre deux, c'est vraiment un des mots-clés que je vous propose de retenir pour ancrer Scléranthus dans votre mémoire. Scléranthus, c'est vraiment associé au doute, à l'incertitude, à l'instabilité. Scléranthus étant entre deux, il oscille d'une position à l'autre, ce qui génère aussi un grand déséquilibre. Alors qu'est-ce que va vous dire une personne qui est dans l'état de Scléranthus, ou qu'est-ce que vous-même vous allez pouvoir dire quand vous êtes dans cet état-là? Alors ça va être des interrogations comme est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Est-ce que je prends les vertes ou est-ce que je prends les rouges? Je me tâte, j'ai le cul entre deux chaises. Alors Scléranthus, contrairement à Cerato qu'on avait vu il y a quelques jours, ne va pas demander l'avis des autres. C'est vraiment un questionnement intérieur, un tiraillement intérieur. Scléranthus, dans le non-verbal, dans ce qu'il va montrer beaucoup d'instabilité. Par exemple, une instabilité de l'humeur. Ça va être gens qui rient et gens qui pleurent, qui changent d'humeur très rapidement. On peut aussi observer cet état-là en regardant quelqu'un marcher. Je connaissais une personne, j'avais l'impression qu'elle tombait à chaque pas. Qu'en fait, c'était vraiment à chaque fois une chute, que sa marche était une chute ininterrompue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer et qui est typique de Scléranthus. C'est aussi quelqu'un qui va revenir sur ses décisions. Il va choisir quelque chose, il va opter pour une solution, mais le lendemain, il aura changé d'avis et il va défaire tout ce qu'il a fait et revenir sur sa décision. Toujours dans le non-verbal, quelqu'un qui n'a pas de Scléranthus peut aussi présenter une alternance de symptômes. Ça peut être par exemple quelqu'un qui maigrit et qui grossit. Voilà, qui a comme ça une alternance d'états opposés. C'est une fleur aussi, voilà, quand on est tantôt déprimé, tantôt hyperactif. Voilà, c'est pour tous ces états extrêmes, quand on oscille entre deux pôles extrêmes, que ce soit dans les mots, dans les actes ou dans le corps. Alors la souffrance de Scléranthus, c'est lié à l'instabilité. En fait, ce déséquilibre peut vraiment conduire à de l'inaction, puisque la personne est dans le doute, elle est bloquée, elle ne demande même pas l'avis des autres. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Du coup, la personne est vraiment coincée entre deux et peut être vraiment paralysée sans réussir à passer à l'action et vraiment complètement absorbée dans ses doutes. La personne qui souffre de l'état de Scléranthus est aussi prisonnier de la dualité. Ça va être quelqu'un dans la relation amoureuse par exemple qui va être tantôt dans l'amour, tantôt dans la haine et qui va avoir du mal à trouver un entre-deux. En fait, pour les personnes qui sont dans cet état-là, c'est blanc ou c'est noir. Et ça leur est très difficile de faire du gris, de trouver de la nuance, de l'entre-deux, de trouver un compromis. Alors Scléranthus, quand il arrive à s'équilibrer grâce en prenant la fleur de Bach, il va pouvoir conserver des qualités qui sont les siennes, c'est-à-dire conserver un mental alerte, la capacité à se remettre en question, à se poser des questions, mais il va surtout pouvoir développer une capacité à se positionner,
à être déterminé, à faire des choix et à s'y tenir. Et surtout, il va développer une capacité à voir les choses dans leur globalité et non plus comme s'opposant les unes aux autres. Comme le yin et le yang, il va comprendre la complémentarité entre le noir et le blanc, il va comprendre que les opposés peuvent être compatibles et il va pouvoir prendre conscience du tout, avec un grand T. Alors je vous invite à prendre vos carnets et à vous poser les questions suivantes. Quand est-ce que vous avez réussi à faire un choix et à vous y tenir? Ou alors quand est-ce que vous avez pu trouver un compromis et sortir de la dualité? Je vais vous parler de water violet, la violette d'eau. Alors l'état de water violet, c'est un état où on aime notre solitude loin du monde. Mais à la longue, on peut finir par souffrir de solitude, car pour les autres, nous semblons inaccessibles. Alors là, voilà cette violette d'eau, et vous la voyez, elle flotte au milieu de l'eau, elle est libre et elle est sans racines, ce qui signe vraiment le détachement, l'indépendance qui est propre à cette fleur. On la trouve dans des endroits où elle ne peut pas être dérangée, dans les fossés, dans les bassins. Et c'est vraiment comme les personnes qui ont besoin de cette fleur. C'est une fleur aussi délicate et raffinée. Le docteur Bach disait des personnes qui avaient besoin de water violet que cette fleur était pour ceux qui aiment être seuls. Ils sont distants, ils ne se mêlent pas aux autres et vont leur propre chemin. Donc les mots-clés que vous pouvez retenir pour water violet, c'est l'isolement, l'orgueil, l'indépendance et la fierté. Donc les personnes qui sont dans l'état de water violet vont par exemple vous dire qu'elles préfèrent rester seules. Elles vont dire « Oh, les potins, ça m'intéresse pas. La liberté, ça n'a pas de prix. » C'est des personnes qui vont être très attachées à leur liberté et à leur indépendance. Ce sont aussi des personnes qui pourront dire « Mieux vaut être seul que mal accompagné. » C'est vraiment des personnes qui, normalement, s'épanouissent dans la solitude. Elles aspirent à ne pas être dérangées. Donc, ce que peut montrer une personne water violette pour les autres, ce sont des personnes qui, quand elles sont dans cet état-là, qui peuvent paraître hautaines et même méprisantes, qui dégagent une certaine froideur, qui semblent fières. Ça peut aussi passer pour de l'orgueil. Elles vont être très distantes, elles vont pas se laisser facilement approcher et elles peuvent avoir certaines difficultés à communiquer. Certaines peuvent même rester dans leur coin et rester dans leur tour d'ivoire parce que ce que l'on dit ne les intéresse pas. Alors la souffrance de water violet, c'est la solitude et c'est l'ennui. C'est l'ennui au milieu des autres. Elle peut aussi se sentir envahie quand il y a des personnes qui viennent la déranger. Et sa souffrance peut aussi de ne pas pouvoir partager sa richesse intérieure avec les autres. La personne qui est dans l'état de water violet ressent toute tentative d'approche comme une intrusion. Donc c'est assez compliqué. À la fois, elle aimerait pouvoir partager sa richesse intérieure, mais d'un autre côté, elle se laisse pas trop non plus approcher. Donc quelqu'un qui est dans l'état de water violet équilibré va pouvoir conserver son indépendance, mais aussi développer d'autres qualités qui correspondent vraiment à la polarité positive de la fleur, comme la sagesse, la capacité à être dans le lien, la capacité à montrer de l'humilité, à se mettre à la portée des autres, à développer aussi de l'empathie, à être plus simple. Et quelqu'un qui est water violet équilibré va pouvoir montrer le chemin aux autres et vraiment être comme un guide pour leur montrer le chemin. Alors je vous invite à vous poser quelques questions et à prendre vos carnets et à vous demander si cette fleur vous touche, est-ce qu'elle vous concerne, est-ce que parfois vous vous sentez dans cet état-là, seul au milieu des autres, aspirant à ne pas être dérangé. Et du coup, je vous propose de vous poser ces questions-là. À quelle occasion vous avez pu guider les autres? À quelle occasion est-ce que vous vous êtes montré comme un guide sage? Et quand est-ce que vous avez su vous rendre accessible, vous mettre à la portée des autres? Je vais vous parler de Gentiane. Dans l'état de Gentiane, on se sent découragé face aux obstacles.
et on a tendance à se laisser gagner par le pessimisme. Alors cette petite fleur de gentiane, elle pousse dans les pâturages et c'est une fleur à 5 pétales. Et ces 5 pétales, ils s'ouvrent au soleil et ils se ferment quand le temps est mauvais. Ils sont capables de se fermer en quelques secondes. Par contre, une fois qu'elle est fermée, la gentiane met beaucoup de temps avant de se réouvrir. Et ça signe vraiment le comportement d'une personne qui est dans l'état de gentiane, qui va se décourager rapidement, qui va se replier rapidement et qui va mettre longtemps avant de se remettre en route. Le docteur Bach dit à propos de l'état de gentiane que c'est une fleur pour ceux qui se découragent rapidement. Leur maladie a beau évoluer favorablement ou leurs affaires marcher convenablement, il suffit d'un léger retard dans cette progression, du moindre obstacle qui se présente pour semer en eux le doute et les démoraliser. Et les mots-clés associés à l'état de gentiane, c'est vraiment le découragement, le doute, le scepticisme. D'ailleurs, gentiane est dans le groupe des états émotionnels d'incertitude. Alors que va dire une personne qui est dans l'état de gentiane? Elle va dire « Oh ben j'ai pas le moral, depuis qu'il m'est arrivé ce souci au travail, à la maison ou cette maladie, oh ben j'ai pas le moral, j'arrive pas, j'ai du mal à m'en remettre. » Elle va aussi pouvoir dire je laisse tomber. Oh, c'est trop dur pour moi, je laisse tomber. J'abandonne, je baisse les bras. C'est quelqu'un qui va être abattu, déçu par un premier échec, qui va pouvoir dire je suis déçu des premiers résultats, je pense que ça vaut pas le coup de continuer, je vais laisser tomber. Une personne gentiane qui est dans cet état-là va vous montrer quelque chose de sombre. Elle va pas avoir le moral, elle va avoir le cafard, elle va être aussi dans le doute, le scepticisme. Elle va faire la moue, un peu comme la personne qui est sur cette photo. Elle va vous dire ouais, c'est pas sûr. En règle générale, la personne qui est dans l'état de gentiane va tendance à avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et du coup, elle va avoir l'impression que sa réussite est dépendante des conditions extérieures, de son environnement. Elle peut avoir confiance en elle et en ses ressources, c'est pas le problème de l'état gentiane. C'est plutôt les éléments ne jouent pas en ma faveur, ce qui va la décourager. La souffrance de gentiane, c'est le pessimisme. Le pessimisme et puis l'impuissance. C'est je baisse les bras, je peux pas continuer. Vraiment, il va y avoir un coup d'arrêt, une incapacité à poursuivre. Et ce qui est très difficile quand on est dans l'état de gentiane, c'est qu'on ne se rend même pas compte quand on fait des progrès, puisqu'on a ce filtre-là de doute, de scepticisme et de pessimisme, cette approche de la vie où on voit le verre à moitié vide. Quand on a une réussite, on est capable de ne même pas s'en rendre compte. Alors par contre, quelqu'un qui est dans un état de gentiane équilibré, il va conserver les qualités associées naturellement à cette fleur, par exemple la lucidité, l'esprit pratique, le réalisme, mais il va développer d'autres qualités comme par exemple la persévérance, la ténacité, la détermination. Un gentiane équilibré va comprendre qu'il n'y a pas d'échec quand on fait de son mieux. Il va pouvoir développer l'optimisme et rester optimiste même quand le ciel est couvert. Et à ce propos, pour compléter l'image de cette personne qui danse sous la pluie, j'ai envie de partager avec vous cette phrase qui m'inspire et qui, je pense, peut inspirer un état de gentiane équilibré. C'est que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà, alors est-ce que cette fleur-là vous parle et si c'est le cas, je vous invite à prendre vos carnets et à noter les moments où vous avez ressenti la vertu de gentiane. Par exemple, vous pouvez vous poser cette question-là. Quand est-ce que vous avez réussi à vous remotiver alors que vous aviez vécu un premier échec ? Je vous invite à y réfléchir. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu partager ces réflexions dans les commentaires qui sont en dessous de la vidéo. Je vous répondrai personnellement. Je vais vous parler de roc rose, l'hélianthème. Dans l'état de roc rose, c'est panique à bord. On est affolé, voire même paralysé par la peur. C'est la panique qui nous gagne, qui nous envahit.
c'est le choc et la terreur. Alors regardez là cette belle Hélianthème, c'est une petite fleur jaune et on le voit sur la photo de gauche, ses pétales sont très fragiles et en fait elle est ultra sensible, elle ne fleurit que quelques heures, elle est vraiment très éphémère. Et pourquoi je vous dis qu'elle est fragile? Tout simplement parce qu'un simple frôlement d'insectes peut faire tomber ses pétales. Ce qui représente vraiment l'état dans lequel on peut être quand on est dans l'état de roc rose où le moindre bruit peut nous faire sursauter. Le docteur Bach disait de roc rose qu'elle était utile en cas d'accident ou de maladie soudaine ou si le patient est effrayé ou terrifié. En fait, avant qu'il découvre le Rescue, qui est un mélange de 5 fleurs, le docteur Bach utilisait roc rose et c'est pour ça que c'était tellement important pour lui de découvrir cette fleur-là pour accompagner ces états-là de terreur. Alors les mots-clés que je vous invite à retenir pour les associer à la fleur de roc rose, c'est la panique, la terreur et la peur extrême. Alors que va dire une personne qui est dans l'état de roc rose? Alors en général, sur le coup, elle ne va rien dire parce que justement, elle a le souffle coupé, elle est paralysée. Donc c'est un état dans lequel on a du mal à s'exprimer. Par contre, dans l'après-coup, c'est quelqu'un qui va pouvoir dire, par exemple, je me suis sentie glacée jusqu'aux os. Ou j'aurais voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. J'étais pétrifiée de peur. Ce que va montrer une personne qui est dans cet état de terreur qui accompagne roc rose, c'est tout simplement une peur extrême. Vous allez voir quelque chose de figé, de pétrifié, et cette peur, elle se lit sur le visage et dans tout le corps en général. Par exemple, comme sur la photo, la personne va avoir les yeux écarquillés ou un petit mouvement de retrait de la tête, c'est la position de la tortue, c'est-à-dire on rentre la tête dans les épaules dans un réflexe de protection. Ça peut aussi se manifester corporellement par des sueurs froides et bien sûr le maître mot c'est paralysie, on ne peut plus bouger, dans les formes extrêmes en tout cas de terreur. Alors la souffrance de roc rose, elle est vraiment liée à cette paralysie et je voulais vous apporter un éclairage issu des neurosciences. J'ai mis une souris parce que, la photo d'un chat et d'une souris, parce que dans la nature en fait, on a 3 façons, biologiquement, en tant que mammifère, nous avons 3 façons de réagir au danger. La première, c'est la fuite. Tout notre système nerveux se met en action pour activer nos jambes, la circulation de l'oxygène dans le corps pour alimenter nos muscles et pour partir en courant de l'autre côté pour éviter le danger. La deuxième solution, c'est l'affrontement. On part au combat, on va au carton, on est prêt à en découdre. Et la troisième option, c'est de faire le mort. Et ça, c'est en général l'option que choisit la souris. On ne bouge plus. Et il faut dire que du point de vue de la sélection naturelle, cette dernière option est la plus efficace. Donc cet état-là de pétrification de roc rose, c'est un mécanisme de survie. Et heureusement qu'on y a accès et qu'on peut le mobiliser. Là où c'est gênant, c'est quand il devient chronique et que le système nerveux se met en alerte rouge de façon chronique. C'est ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Le système d'alerte est déréglé, ce qui est un simple petit mouvement peut être perçu comme quelque chose de très menaçant. Tout de suite, tous les voyants rouges s'allument. Et c'est là que ça devient gênant. Les personnes qui sont dans l'état de roc rose peuvent vraiment vivre murées dans le silence, puisque cette caractéristique, c'est d'être emmuré et figé. Ça peut aussi être en lien avec la peur de la mort, mais là aussi il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et il faut vraiment pouvoir sentir que c'est bien ça à l'intérieur de vous ou de la personne que vous avez en face. Alors une roc rose équilibrée, elle va conserver cette conscience du danger, ce mécanisme de survie qui, comme je vous l'expliquais, est absolument nécessaire, mais elle va aussi développer en parallèle la vertu de roc rose, c'est-à-dire le courage, le dépassement de soi et une attitude héroïque dans certaines situations. C'est ce que j'ai voulu traduire avec cette illustration de Wonder Woman.
Alors je vous invite à prendre vos carnets et à vous poser cette question-là. Quand est-ce que vous avez pu trouver les ressources à l'intérieur de vous pour dépasser votre panique et vous remettre en mouvement? Je vous invite à y réfléchir et à partager, si vous le souhaitez, le fruit de vos réflexions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. On arrive au bout de cette transmission. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a une suite, bien sûr, avec les autres fleurs de bac. Il y en a 38 en tout, donc il nous en reste 26 pour que tu aies un panorama complet de ce système de soins. Ces 38 fleurs, c'est vraiment l'alphabet de la thérapie florale. Le monde des fleurs est beaucoup plus vaste, mais c'est vraiment une fondation absolument indispensable si c'est une approche que tu as envie d'explorer. Pour continuer ton chemin, recevoir d'autres informations, je t'invite à t'abonner. La formation des 38 fleurs de bac est disponible dans le lien qui se trouve dans la description. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à regarder.